Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo me tient très à cœur puisque c'est peut-être cette idée de vidéo qui m'a donné envie de monter ma chaîne YouTube en fait, parce que c'est quelque chose qui était vraiment très important pour moi d'échanger à ce niveau-là. Je vais vous présenter ce que sont les bébés aux besoins intenses, mon témoignage de maman d'un bébé aux besoins intenses et mes conseils, mes solutions, mes petites astuces qui m'ont permis de faire face à tout ça. Alors je vais d'abord commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'un bébé aux besoins intenses, un baby, bébé aux besoins intenses. Le nom est plutôt bien trouvé, je trouve. En fait, c'est une définition qui a été trouvée par le docteur américain pédiatre William Sears, qui a écrit un livre à ce sujet dans les années 80. Ce pédiatre est parent et père de plusieurs enfants. Et il en a, je sais plus, 4, 5 ou 6. Et ses premiers enfants étaient des bébés classiques, quoi, comme on s'imagine être un bébé, c'est-à-dire demandeur, mais pas non plus excessivement demandeur. Et à son 5e ou 6e enfant, il s'est retrouvé face à un bébé qui avait des demandes qu'il n'avait jamais connues jusque-là. Et il a fallu qu'il s'organise avec sa femme pour faire face à ce bébé qui avait vraiment de très très hauts besoins. Et en anglais, ça veut dire I need babies, donc bébé aux besoins intenses. Et donc, pour décrire ce qu'est un bébé aux besoins intenses, il y a plusieurs points. Tout d'abord, un bébé aux besoins intenses est avant tout un bébé qui a un très très fort besoin du contact humain, qui a besoin d'être toujours dans les bras. Je vais prendre l'exemple de ma fille. Ma fille, j'ai passé les 5 premiers mois de sa vie à l'avoir dans les bras. Je ne pouvais tout simplement pas la poser, c'était impossible. Dès que je la posais, elle pleurait, elle hurlait, elle voulait être toute la journée dans mes bras, qu'elle soit fatiguée ou qu'elle ne soit pas fatiguée, et c'était vraiment très très fatigant. Ensuite, quand ce sont des bébés allaités, c'est des bébés qui ont tendance à vouloir être nourris tout le temps, à téter tout le temps. Pour donner encore une fois l'exemple de ma fille, quand elle est née, les premières semaines et les premiers mois, elle tétait 15 fois par jour, et je parle des tétés classiques où elle se nourrissait à peu près. En soirée, elle pouvait téter de 20h à minuit. Donc c'est des bébés qui, ça rejoint le besoin de contact, mais quand ils sont allaités, ont vraiment vraiment besoin d'être toujours au sein. Ensuite, ce sont des bébés qui sont très sensibles, hypersensibles et très facilement dérangés. Encore aujourd'hui, ma fille, quand elle dort, et là c'est le cas, si je m'amuse à aller juste tourner tout doucement la poignée de la porte pour rentrer, mais elle se réveille direct. C'est quand même impressionnant. Elle a un sommeil hyper léger. Et justement, un autre point des bébés aux besoins intenses, c'est qu'ils se réveillent souvent. D'ailleurs, ma fille faisait des siestes uniquement de 45 minutes, elle n'arrivait pas à enchaîner les cycles, elle faisait au moins 5 siestes dans la journée, mais la nuit, encore maintenant à 9 mois, elle se réveille encore toutes les 2-3 heures. Donc c'est vraiment des bébés qui, sur tous les plans, ont vraiment des très très gros besoins. Après, mon objectif, c'est pas de catégoriser les enfants et de mettre ma fille dans une case. Moi, je suis contre ça. C'est comme les enfants hyperactifs, etc. C'est pas mon objectif de me dire ma fille est un baby ou ma fille n'est pas un baby. En fait, c'était surtout pour le titre de la vidéo, parce que je sais que les parents qui ont des bébés qui sont très compliqués vont peut-être chercher ce terme sur YouTube, donc c'était important qu'ils trouvent mon témoignage. Je pense qu'il y a quand même des bébés qui sont carrément plus difficiles que d'autres. Et j'en suis même sûre, puisque les témoignages que j'ai de parents qui ont des bébés autour de moi n'ont pas forcément tous connu ça. Et si c'est important pour moi de faire cette vidéo, et d'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est une vidéo pour moi qui est fondatrice de ma chaîne, parce que c'est vraiment la vidéo qui m'a donné envie de témoigner là-dessus et de construire ma chaîne. C'est parce que quand je regardais, je suis abonnée à pas mal de chaînes de mamans sur YouTube, je suis assez addict à ce type de chaîne, et c'est vrai qu'il y a des mamans que j'ai suivies depuis le tout début, par exemple la chaîne Ellie Rose que j'adore regarder encore aujourd'hui, et c'est vrai que quand je voyais leur quotidien en vidéo, parce que souvent ces femmes se vloguent tous les jours, vraiment je ne me reconnaissais pas, et je me sentais en complet décalage par rapport à ce que je vivais moi. Alors j'ai bien conscience qu'en vidéo, quand on fait des vlogs, on filme qu'une partie, on ne montre pas tout, et que ces femmes-là ont certainement eu aussi des passages
difficile, notamment les premières semaines et même après, et qu'elles vont pas forcément le mettre en vidéo. Mais quand même, je voyais bien dans les récapitulatifs des mois, tout ça, quand j'entends des phrases du style «oui, mon bébé ne pleure pas beaucoup», ou des choses comme ça, ou quand je voyais en vidéo le bébé posé dans le transat qui dormait pendant plusieurs heures, je me disais clairement, on vit pas la même chose, quoi. Il y a vraiment un complet décalage. Donc c'est aussi pour cette raison que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que je pense que c'est important pour des parents, des mamans, de tomber sur des témoignages qui ressemblent un peu plus, pour certaines, à ce qu'elles vivent au quotidien. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu justement ce que j'ai vécu avec ma fille Sophie, qui est adorable, mais qui est un bébé épuisant, quoi. Enfin, en fait, à partir du moment où elle est née, elle a eu un besoin constant d'être dans les bras. Et ça a duré au moins 5 ou 6 mois où il fallait que je la porte toute la journée. Mais vraiment, toute la journée, je ne pouvais pas la poser. Et non seulement il fallait que je la prenne dans mes bras, mais en plus il fallait que je marche. C'est-à-dire que je ne pouvais pas la mettre sur moi et par exemple me mettre dans le canapé, regarder la télé, tout ça, c'était pas possible. Il fallait que je marche, que je sois en mouvement constant, c'est ce qui la rassurait. Et c'est vrai que c'était épuisant et c'était ingérable, parce que les premiers mois ça passe, mais au bout de 4-5 mois, on n'en peut plus. Il y a un moment, j'avais même pas le temps d'aller aux toilettes, je prenais des douches mais qui duraient 2 minutes. Heureusement, j'avais mon conjoint qui rentrait le soir et qui pouvait alterner. Mais c'est vrai que c'était... voilà, j'avais plus le temps de rien. Quand je voyais sur internet, ne faites pas la vaisselle, prenez le temps pour vous, mais moi j'avais même pas le temps d'aller aux toilettes, quoi, à un moment. Et c'est vrai que c'était vraiment épuisant. Concernant le sommeil, c'était très compliqué, ça l'est toujours actuellement. Faut savoir que ma fille n'a toujours fait que des siestes de 45 minutes, donc 45 minutes c'est très court. Sachant qu'il fallait environ 1 heure pour l'endormir au bras, elle pleurait, elle s'énervait, limite elle me frappait, elle était vraiment stressée par l'obscurité, et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, elle a 9 mois, ça va quand même un petit peu mieux, et je ferai certainement une vidéo sur l'évolution de son sommeil et comment on s'en est sorti progressivement. Mais encore aujourd'hui, à 9 mois, c'est pas un bébé qu'on pose dans son lit, ah tiens, on va dormir, allez, salut, dodo, une petite phrase et puis c'est bon. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la nuit, moi là-bas, j'avais pas prévu de faire de cododo ni quoi que ce soit, mais ma fille, on n'a jamais pu la poser dans son lit. On nous a prêté un lit de cododo, vous savez, en side bed. Et même là, quand elle avait fini de téter ou quoi, dès que je la reposais et pourtant elle dormait, elle se réveillait directement et elle hurlait. J'étais obligée de dormir avec elle contre moi, et ça a duré au moins 4 mois. Donc c'est vrai que en termes de quotidien, je me suis très vite sentie dépassée par tout ça et j'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait, quoi. C'était vraiment très très difficile à vivre. Justement, je vais en arriver à parler de comment on se sent dans ces cas-là. Ce qui est très très difficile en plus dans mon cas, c'est que je ne travaille pas, donc vaut mieux dans ce cas-là ne pas travailler que travailler, hein, on est d'accord. Mais j'avais une telle fatigue et épuisement psychologique que j'avais besoin d'en parler autour de moi, mais c'est vrai que quand j'en parlais, je me sentais très souvent incomprise par les proches, par la famille, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah tu travailles pas, c'est bon, t'es pas fatigué, t'as pas de pression, t'es chez toi, t'es tranquille. Et je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait, parce qu'il y a un moment, on est au bord du burn-out maternel, on n'en peut plus. Moi, j'avais des fois où on me disait, mais sors, change-toi les idées, même avec ton bébé au parc, mais j'étais dans un tel état que j'avais même plus la force de prendre ma poussette, de la mettre et de sortir. Et j'étais vraiment épuisée. Le fait que je ne travaillais pas, c'est vrai que quand je me plaignais, je sentais que il y avait une sorte d'incompréhension. On sentait que c'était difficile ce que je vivais. Moi, je pense à mes parents, ils voyaient bien comment était ma fille, mais tant qu'on l'a pas vécu, et il suffit pas de prendre ma fille 1 jour ou 2 jours pour comprendre. Ce qu'il faut, c'est le vivre pendant 5 mois. Pendant 5 mois, de ne pas pouvoir se détendre pendant 10 minutes d'affilée, de ne pas pouvoir... j'ai envie de dire regarder un film, mais même sans regarder un film, juste être 5 minutes, je sais pas, sur son téléphone ou sa tablette ou faire quelque chose pour soi, c'est vraiment très très compliqué psychologiquement.
surtout qu'il y avait les très longues heures de pleurs, même si j'essayais toujours de la calmer, mais elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et ça, c'est très dur psychologiquement ben, d'être seule face à ça, parce que j'ai eu énormément d'aide de mon conjoint. Heureusement, il n'a pas forcément des très très gros horaires, donc il prenait le relais, mais c'est vrai que moi je l'appelais parfois en pleurs à la maison, en lui demandant c'est quand tu rentres, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin d'être toute seule. Et c'est vrai que quand on est jeune mère, on est tellement censé être heureux, et bien sûr que je l'étais, j'étais très heureuse, que c'est très difficile d'admettre que quelque part on est un peu dépassé et qu'il y a des moments où on en a marre et qu'on a envie de jeter son bébé par la fenêtre, quoi. Enfin, je rigole, mais c'est pareil, quand je disais ça à ma mère, j'ai envie de la jeter par la fenêtre, c'était une expression, mais elle me disait « Oh mais non, la pauvre !» Ça c'est la phrase de ma famille aussi. Parfois je leur parlais et je leur disais « Ouais, j'en peux plus, ça fait 3 heures qu'elle pleure » et ils me disaient « La pauvre !» Et c'est vrai que dans ce cas-là, j'avais pas trop envie que ce soit ma fille qui soit plainte parce que je crois que c'était moi la pauvre à ce moment-là, parce que moi je répondais vraiment aux pleurs de ma fille, quoi. Alors maintenant, je vais vous parler des entre guillemets solutions, parce que j'ai pas tant de solutions que ça, mais des conseils que j'ai pour faire face à cette situation. Pour moi, le conseil principal, ça va être de trouver un équilibre entre les besoins de son bébé et les siens. Ça peut paraître une évidence incroyable, mais c'est vrai que quand on vient d'avoir son bébé, on a envie d'être à 100% pour ses besoins. Après, ça dépend des mères, mais c'est vrai que moi j'étais comme ça. Dès que ma fille chouinait un petit peu, j'accourais. Peut-être que j'étais un peu responsable du renforcement de ce caractère-là. Mais c'est vrai que, en plus, j'avais lu sur internet qu'il fallait pas laisser pleurer un bébé parce que c'est pas bon pour sa confiance en soi plus tard, surtout les premiers mois. Et je suis toujours d'accord avec ça. Je pense que les 2-3 premiers mois, c'est très important d'être présent pour son bébé parce qu'il n'est pas dans un état psychologique vraiment pour comprendre ce qui lui arrive. Et quand il pleure, c'est qu'il a un besoin. Que ce soit un besoin de manger, d'être changé, mais aussi un besoin de réconfort. Et pour moi, le besoin de réconfort, ça fait partie d'un des besoins primaires d'un bébé, et c'est pour cette raison qu'il était important pour moi d'y répondre. Mais il y a un moment où je suis rentrée dans une sorte de façon de voir où il n'y avait plus de place pour moi, mais plus du tout. C'est-à-dire que ma fille, quand elle pleurait, j'allais la voir, et jusque-là, je trouve ça normal, mais c'est vrai que quand j'étais aux toilettes, je restais 2 minutes, je me laissais même pas le temps de me faire à manger le midi, sachant que à cette époque-là, je me faisais des coquillettes et un œuf, hein, il y en avait pour 10 minutes, mais si elle pleurait, je lâchais tout et j'y allais. Et c'est vrai que je pense, et c'est le conseil que je peux donner, il m'a fallu plusieurs mois pour en arriver là, mais que c'est important aussi de respecter ses propres besoins, c'est-à-dire se faire à manger. Moi, il y a un moment, au bout de 4 mois, j'ai dit tant pis si elle pleure quand je me fais à manger, je la mets dans la pièce. Et c'est horrible, hein, c'est pas sympa de manger pendant que son bébé pleure. Je l'ai jamais fait sans culpabilité. Mais pareil, si j'étais en train de me laver, que j'avais besoin d'un quart d'heure pour me laver, et tant pis, je la laissais pleurer un quart d'heure, voire même parfois un peu plus. Mais je pense que c'est important de respecter aussi ses propres besoins au fil du temps, et surtout d'adapter progressivement les choses. C'est vrai que plus son bébé grandit, plus on peut aussi se dire voilà, là tant pis, je l'ai laissé pleurer 20 minutes. Je suis sûre que je vais choquer avec ces propos-là, mais encore une fois, je pense que les personnes qui seront choquées n'auront pas vécu le quotidien que j'ai eu. Parce que être accourir pendant 5 mois aux pleurs d'un bébé, c'est bien sur le papier, mais quand il faut le faire, c'est complètement différent. Et je pense que c'est important d'être capable aussi de lui laisser un petit peu de frustration au fur et à mesure du temps. Je pense que c'est aussi important d'essayer de le faire sans trop culpabiliser, parce que c'est vrai qu'il y a en ce moment une sorte de mode sur internet où il faut pas laisser pleurer le bébé et tout, et comme je vous ai dit, je suis d'accord avec ça. Mais il faut pas que ça tombe dans l'excès inverse, hein. Moi, à chaque fois que je laisse pleurer ma fille, j'ai l'impression d'être une mauvaise mère et que ça va devenir une psychopathe plus tard, ou une folle, une femme qui n'aura pas confiance en elle parce que je l'ai laissé pleurer une demi-heure. Il y a un moment, il faut aussi se calmer. J'aime pas non plus le type de phrase que souvent je naviguais sur les forums pour trouver des témoignages, et j'entendais souvent, enfin je lisais souvent, il vaut mieux que tu laisses ton bébé pleurer un petit peu que d'en arriver à de la violence. Bien sûr, enfin c'est évident. Par contre, moi je pense pas qu'il faille en arriver à cette limite-là où on est au point de secouer son bébé pour parfois
le poser. Moi je pense que cette limite-là, il faut essayer de la trouver avant d'en arriver nerveusement à avoir envie d'être violent avec son bébé, quoi. Je trouve qu'il faut être capable de se respecter soi aussi. Et voilà, moi je suis pas quelqu'un qui a beaucoup laissé pleurer ma fille, au contraire j'étais vraiment très très présente pour elle, mais j'ai jamais attendu d'en être à la limite de la balancer par la fenêtre pour dire bon bah là t'es au point de la tuer, ben vas-y prends un petit break. Non, je pense que la pause il faut la prendre avant. Et c'est vrai que si je fais ce témoignage c'est parce que moi j'aurais aimé avoir ce type de témoignage quoi, pour arrêter de culpabiliser, parce que tous ces articles sur internet sont très très culpabilisants. Un autre conseil que je peux vous donner, que j'ai lu partout, hein, parce que je me suis énormément renseignée sur quel type de comportement il fallait avoir pour essayer de faire face, c'est de porter votre bébé dans un porte-bébé. Alors, j'avoue que pour moi, c'était pas possible, parce que ma fille est née, elle faisait déjà 4 kilos, et à l'époque où elle était à son pic de bébé aux besoins intenses, elle était autour de, comme encore maintenant, 7,5 kg. Et clairement, porter un bébé de 7,5 kg toute la journée, moi j'y arrive pas, ça me fait trop mal au dos, donc c'est pas possible. Et surtout, moi je donne ce conseil parce que je pense que c'est quand même un bon conseil. Mon conjoint l'a quand même pas mal fait, et c'est vrai que quand un bébé est en crise, on le met en porte-bébé, ça peut le calmer un quart d'heure et tout, et c'est plus simple que parfois que de le tenir dans les bras. Mais c'est vrai aussi que moi mon problème c'est que parfois j'avais juste envie de me poser sur le canapé. Et comme je vous ai dit, ma fille, il fallait marcher. Donc si je la prenais en porte-bébé, que je marchais, ça allait, mais dès que je me posais sur le canapé, ça allait plus, elle pleurait. Donc je veux bien, mais marcher toute la journée avec le porte-bébé toute la journée, c'était pas possible pour moi. Par contre, je pense quand même que ça peut être un bon conseil pour des bébés qui sont quand même un petit peu plus cool que la mienne et qui ont besoin de ça pour être bercés. Vous la portez en porte-bébé, vous faites ce que vous avez à faire, et puis après, une fois qu'elle dort bien, éventuellement, vous pouvez la poser. Un autre conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de savoir déléguer. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi j'ai eu beaucoup de mal à faire garder ma fille par d'autres personnes que mon conjoint. Mais déjà, être capable de dire le père s'en occupe au maximum pendant 2 heures et moi je m'en occupe plus. Je pense que moi c'est ce qui m'a sauvée quoi. Mon conjoint il rentrait, tac, tu prends le bébé. Pendant 1 heure je voulais plus entendre parler de ma fille, j'allais me prendre un bain, j'allais me détendre, je sortais s'il fallait. Souvent je leur demandais à eux de sortir. Parce que le problème aussi, c'est que quand ils sont sur place et que j'entends ma fille pleurer et que mon conjoint s'en occupe, ça continue de me stresser. Donc je leur disais, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez sortir 3 heures, vous allez au parc et tout. Et là, ça fait vraiment du bien. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un conjoint qui n'a pas des horaires de malades mentaux, quoi, qui peut être là parfois à 16 heures, donc qui peut sortir de temps en temps, qui a des horaires un peu en décalé, il est dans la vente. Donc c'est vrai que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a sauvée, quoi, parce que sinon, je ne sais même pas comment font les mères d'enfants, enfin les mères célibataires en fait, je sais pas comment elles gèrent ça, mais justement si vous avez votre conjoint qui est pas trop disponible pour ça, je pense qu'on a toujours une sœur ou une amie qui est prête à prendre le relais, je sais pas, 1 fois par mois ou même quand c'est une mère des fois 1 fois par semaine, enfin je pense qu'il y a toujours des solutions, on peut toujours trouver quelqu'un pour se reposer, quitte à payer même une nourrice, hein. Franchement je connais des gens qui l'ont fait et ça leur a été très bénéfique. Justement, dans le même style de conseil, pour moi c'est important d'essayer d'en parler. Alors, en parler à son entourage, moi je sais que j'en ai énormément parlé à ma famille, à ma soeur, à des amis. J'avais toujours un témoignage sur comment était ma fille à tel moment. Après, comme je vous ai dit, c'est parfois un peu compliqué parce que les gens qui n'ont pas d'enfants actuellement ou qui n'ont pas d'enfants comme ça ont parfois un petit peu d'incompréhension et même s'ils ne la manifestent pas, parfois on sent juste qu'ils se rendent pas compte de la détresse dans laquelle on est en fait à ce moment-là et il faut être... Moi c'est vrai que parfois j'avais du mal à dire là je suis vraiment mal et je suis vraiment pas bien et je crois que je l'ai même jamais fait. Mais je pense que c'est important d'essayer de communiquer au maximum avec ses proches. Et justement, si je fais cette vidéo, c'est aussi, voilà, on peut aussi communiquer sur les forums avec des gens qui concrètement vivent exactement la même chose, ou même sous ce type de vidéo, si vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un qui a connu la même chose, n'hésitez pas, moi je répondrai à vos commentaires. Je viens de le vivre et je suis encore là-dedans, donc je pense que c'est vraiment extrêmement important d'être capable de communiquer. Et justement, à ce sujet-là, évitez de communiquer avec les mauvaises personnes. Personnellement, j'ai des amies qui n'ont pas d'enfants et les seules choses qu'elles savaient me répondre, c'est « Oh,
oh là là, le caractère qu'elle a, non mais laisse-la pleurer, elle a mauvais caractère, ou des choses comme ça, ou oh là là, mais je comprends pas, les solutions que t'as, ça marche pas, enfin... Une fois qu'on se rend compte que les personnes ne sont pas forcément réceptives, il vaut mieux laisser tomber et plus forcément s'adresser à ces personnes-là, même si c'est des amis. Moi, j'ai des amis qui m'ont répondu ce type de choses. Bah, concrètement, maintenant, je ne leur parle plus des difficultés que je rencontre parce qu'elles me dépriment encore plus, en fait. Quelque chose que je peux vous dire qui peut-être va vous aider dans ces moments difficiles, c'est que ça ne dure pas. Voilà, moi, ma fille aujourd'hui a 9 mois et ça va déjà beaucoup mieux. C'est vrai que ça a été très très dur, les 4 ou 5 premiers mois. J'ai beaucoup répondu à cette demande, j'ai été vraiment très présente, je suis allée au bout de mes limites, mais c'est vrai que progressivement, elle s'est sécurisée et que ça va mieux. Je dois dire aussi qu'à partir du moment où ces bébés sont capables de bouger par eux-mêmes, de ramper et d'explorer leur propre environnement, ils ont beaucoup moins de frustration, ils sont capables de jouer un petit peu tout seuls, de s'occuper, et à partir du moment où ils peuvent bouger d'eux-mêmes, ça va beaucoup mieux. Moi, je trouve qu'il y a quand même eu une énorme amélioration. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va durer à vie. Je sais que c'est une période qui est très difficile, surtout que sur le coup, on a l'impression qu'elle ou qu'il sera encore comme ça dans un an. Mais non, vos bébés, ils vont forcément évoluer, ils vont forcément être capables d'être plus indépendants, de jouer ne serait-ce que 10 minutes tout seul ou 5 minutes tout seul, et puis après, de plus en plus longtemps. Ils vont être aussi capables de s'endormir tout seuls. Je vous dis ça, mais j'espère. En tout cas, ma fille, ça va de mieux en mieux. Maintenant, je la berce que 5 minutes, alors qu'avant, je la berçais 45 minutes. Donc, il y a quand même du progrès. Donc voilà, ça, c'est aussi important d'avoir ça en tête. C'est que c'est une phase qui est courte, mais qui est courte, qui est longue sur le coup, mais qui, sur l'échelle d'une vie, c'est pas si long en fait. Je peux également vous conseiller de lire ce livre. Donc, c'est le livre écrit par William Sears. Alors, il est en anglais, donc ça va être pour les personnes qui lisent l'anglais. Malheureusement, il existe en français, mais j'ai vu qu'il était vendu seulement d'occasion 139 € sur Amazon, ce qui est clairement abusé, franchement. Il doit plus être trop disponible en français, il faut se renseigner. Mais pour les personnes qui lisent l'anglais, c'est justement une description des bébés aux besoins intenses. The Fussy Baby Book, donc Fussy Baby, c'est les bébés difficiles. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Fussy Sophie d'ailleurs, parce que je savais que j'allais faire cette vidéo et que ça serait une vidéo pour moi très importante sur ma chaîne. D'après vous, c'est qui là le bébé aux besoins intenses? Est-ce que c'est celui-là qui dort tranquille ou c'est celui-là qui a l'air super excité? Bref, on a compris. Hein. Donc ce livre, il est vraiment bien parce qu'il décrit concrètement le quotidien d'un parent de bébé aux besoins intenses, comment ça se manifeste, etc. Il est très simple, il est écrit en anglais plutôt simple, moi j'ai pas de mal à le lire. Il y a pas mal de schémas sur comment bercer son bébé, comment l'apaiser, quelles sont les différentes solutions. Il y a énormément de petites choses qu'ils ont trouvées eux-mêmes pour aider leur bébé. Et en fait, tout ne vous servira pas, mais il y a quand même pas mal de petits trucs que j'ai pris là-dedans et qui m'ont vraiment aidé à trouver des trucs quoi, pour calmer ma fille. Donc je le recommande vraiment vivement. Alors pour conclure cette vidéo, je vous dirais que être parent d'un bébé, c'est toujours un énorme bouleversement dans une vie, que tous les bébés peuvent avoir des moments où ce sont des bébés aux besoins intenses, notamment à la reprise d'une activité ou quand la maman doit s'absenter, et que tous les parents passent par des phases difficiles, mais que être parent d'un bébé aux besoins intenses, ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous fait apprendre à connaître nos limites et qu'en soi c'est quand même quelque chose de positif. On pourra vraiment dire qu'on aura vécu l'expérience de la maternité et de la paternité à fond, mais je pense avant tout que tout ce qu'on fait aujourd'hui pour notre bébé, tout ce don de soi, c'est quelque chose qui sera vraiment très important dans la construction de sa personnalité plus tard. Et c'est quelque chose dont il faut être fier et voilà quoi. Il ne faut pas rester isolé, il ne faut pas hésiter à en parler. Et justement, cette vidéo est là pour ça. Si vous avez envie d'apporter vos témoignages, de poser des questions, de parler de votre détresse entre vous, avec quelqu'un qui est capable de comprendre ce que vous vivez, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner puisque je ferai des vidéos sur la gestion des pleurs, sur le cododo, sur toutes ces problématiques qui sont un petit peu liées aux bébés aux besoins intenses et puis aux bébés en général. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit pouce bleu.